Bonjour à tous, Elisabeth Orfila pour Créam. Je vais donc vous présenter une conférence sur l'enfant intérieur, comment le mettre en paix. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Elisabeth Orfila. J'ai une formation de psychologue clinicienne à la base. Et puis après, j'ai fait aussi une formation en art-thérapie avec le Soul Art, l'art de l'âme, que j'avais présenté lors de précédents lives. Et donc aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous partager le concept d'enfant gigogne. Et je vais vous expliquer pourquoi enfant gigogne au cours de cette conférence, qui est une approche thérapeutique qui, moi, personnellement, m'a énormément aidée dans mon chemin de guérison intérieure. J'ai essayé beaucoup d'approches thérapeutiques en tant que psy, parce que ça me paraît indispensable, en fait, d'être... comment dire, d'avoir nettoyé ces blessures intérieures pour pouvoir accompagner les gens correctement. Et il y avait des blessures, enfin voilà, j'avais des symptômes, des difficultés que j'arrivais pas à dépasser malgré plusieurs thérapies. Et en fait, en rencontrant donc la thérapie par l'approche de l'enfant gigogne, donc qui travaille sur les mémoires de l'enfant intérieur, ça m'a vraiment apporté un changement incroyable. Et donc ce concept d'enfant gigogne, en fait, vous savez, c'est comme les poupées russes. Vous savez, à l'intérieur de nous, c'est comme si on avait ces poupées russes. Et on a, par exemple, en mémoire ce qui s'est passé à 15 ans, 14, 12, 9, 1, jusque même dans le ventre de sa mère. Et donc ce concept d'enfant gigogne a été donc créé par le psychologue Jean-Paul Fluteau, qui a été mon superviseur pendant plus de 10 ans et donc mon formateur. Bonjour Seb, et qui a donc beaucoup accompagné de personnes, et souvent les patients lui disaient, voilà, les gens avaient conscience en fait de leurs difficultés, mais ils disaient c'est plus fort que moi, j'arrive pas à faire autrement, même si je sais qu'il faut pas que je fasse ci ou ça, c'est plus fort que moi, j'y vais, et voilà. Et donc, il a élaboré, donc il est formé en PNL, programmation neurolinguistique, et en systémie. Donc, c'est une approche d'art-thérapie, si je commence à tout mélanger, une approche de thérapie familiale systémique qui considère en fait la famille comme un système. Et à partir en fait de toutes les connaissances qu'il avait avec ces différentes approches thérapeutiques, il a conçu donc l'approche de l'enfant gigogne. D'ailleurs, je vous conseille son livre, voilà, Jean-Paul Fluteau, au cœur de nos émotions, un enfant intérieur, l'enfant gigogne. Vous voyez, donc avec les petites poupées russes qu'il a en plus mis aux couleurs des chakras. Voilà. Et donc, c'est lui donc qui a en fait utilisé ce concept d'enfant gigogne. Et je trouve que c'est vraiment particulièrement intéressant parce que c'est vrai que c'est caché à l'intérieur de nous. Donc on peut avoir des mémoires conscientes. Par exemple, je me souviens d'un trauma que j'ai eu à 12 ans, voilà. Mais par contre, il y a aussi à l'intérieur de nous tout un tas de mémoires amnésiées, oubliées. Notamment, par exemple, toute la période avant langage, forcément, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, notre naissance, on ne s'en souvient pas consciemment. Et puis, il y a aussi toutes ces mémoires qu'on a amnésiées, oubliées, parce qu'en fait, c'était trop difficile, trop douloureux, donc on l'a mis dans nos oubliettes. Et cette approche donc de thérapie permet de retrouver ces mémoires-là, en fait. Donc, ce que Jean-Paul Fluteau dit dans son livre, en fait, c'est qu'il y a 5 facteurs déterminants, en fait, qui vont faire qu'on considère qu'une expérience est traumatisante pour nous. D'accord? C'est vraiment... Le traumatisme, c'est une expérience personnelle, individuelle. C'est-à-dire, par exemple, quand je travaille à accompagner des personnes en régression pour retrouver des mémoires d'enfants intérieurs, par exemple, les personnes me disent « Oh, ma naissance, tout s'est bien passé, maman m'a dit que tout s'était bien passé. » Et quand on retrouve, en fait, le traumatisme, enfin, plutôt la situation vécue du point de vue de l'enfant, ça peut être complètement différent, en fait. Parce que l'enfant, il l'a vécu de l'intérieur et ça a pu être extrêmement difficile, douloureux, violent, même si pour la maman, elle a l'impression que la naissance s'est passée super bien. Donc, il y a 5 facteurs, en fait, qui déterminent qu'une expérience est traumatisante pour quelqu'un. D'abord, il y a une charge émotionnelle négative très forte. Quelque chose de pas facile à vivre. Il y a des informations manquantes ou fausses.
par exemple, on n'a pas eu l'information, on ne nous a pas expliqué ce qui se passait. Par exemple, notamment au niveau de la naissance, l'enfant ne sait pas forcément ce qui est en train de se passer et du coup, ça peut être extrêmement angoissant. Ou, par exemple, les parents je pense à une situation, la maman est hospitalisée et on n'explique pas en fait à l'enfant qu'elle va revenir. Et si l'enfant est un peu jeune, eh ben, il peut s'imaginer en fait que sa maman est morte. Ou alors des informations fausses, c'est-à-dire qu'on dit à l'enfant, lui il vit quelque chose, mais on lui dit mais non c'est autre chose. Donc ça crée beaucoup de confusion à l'intérieur. Donc le troisième facteur déterminant une expérience traumatisante, c'est l'absence de décharge émotionnelle. Par exemple, vous avez vécu quelque chose de très très fort, mais vous n'avez pas pu sortir l'émotion qui allait avec. La tristesse, la colère, la peur, et tout est, en fait, c'est verrouillé à l'intérieur du corps. Et on le sait maintenant avec les neurosciences, en fait, que quand on vit un traumatisme, on peut se figer, en fait, littéralement, comme un animal qui se fait agresser, en fait, dans la nature, dans le monde sauvage. Il va faire le mort, il va se figer, en fait. On le sait aussi que, par exemple, une femme qui se fait violer, on lui dit, mais pourquoi t'as pas réagi? Et en fait, elle était figée de peur, en fait, voilà. Donc, il y a comment dire, quelque chose qui se fige hein, à l'intérieur. Pardon, c'est que j'ai eu une petite distraction. Ensuite, on peut se figer, soit attaquer, soit fuir. Bon, ça, c'est vraiment quand il y a un traumatisme, le corps va avoir trois façons de réagir. Comme je vous disais, soit il se fige, soit il attaque, soit il fuit. Il fuit, ça veut dire il se déconnecte. Et je vous expliquerai plus tard aussi pourquoi, en fait, je vous reparlerai de cette idée de déconnexion, de dissociation, en fait. Et donc dans les facteurs déterminants, je reviens, il ne faut pas que je perde mon fil, donc 5 facteurs déterminants d'une expérience traumatisante, donc une charge émotionnelle négative très forte, des informations manquantes ou fausses, une absence de décharge émotionnelle, une absence de verbalisation, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas pu dire, bah, il y a ça, ou n'a pas pu poser de questions, n'a pas pu demander, n'a pas pu dire non, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas pu se dire. Et cinquièmement, une absence de réconfort. L'enfant n'a pas trouvé le réconfort dont il a eu besoin à ce moment-là. Parce que par exemple, très souvent, on va dire à un enfant, oh c'est pas grave, allez, voilà, quand il vit quelque chose d'un peu compliqué, alors qu'il a besoin de... merci Laure. Il a besoin de réconfort en fait par rapport à ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est les 5 facteurs qui vont déterminer qu'une expérience est traumatisante pour l'enfant intérieur. Voilà. Ça peut être aussi en lien avec un climat répétitif. Par exemple, quelqu'un qui pendant des années a été confronté, alors peut-être pas à des traumas très importants, il n'y a peut-être pas eu de violence, d'abus sexuels ou de naissance extrêmement compliquée, mais un trauma, comment dire, un climat, pardon, répétitif, dénigrant, dévalorisant ou tendu ou avec beaucoup de justement de ce qu'on appelle les doubles contraintes, c'est-à-dire de messages paradoxaux. On dit quelque chose mais en fait il se passe autre chose, ou l'enfant perçoit quelque chose mais on lui dit mais non c'est pas du tout ça. Donc voilà, ça peut être des climats en fait qui créent aussi un traumatisme à l'intérieur de l'enfant. Voilà, et donc en fait comme il peut y avoir des expériences traumatisantes donc pour l'enfant intérieur que nous avons été, cet enfant va nous appeler au secours en fait dans notre vie. Il va donc appeler au secours par exemple avec des épisodes dépressifs. Pour moi, enfin et pour Jean-Paul Fluteau et voilà dans cette approche-là de thérapie, on considère la dépression comme une tentative d'auto-guérison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette partie de l'enfant intérieur qui s'est senti triste et déprimé, qui appelle au secours en produisant en fait cet envahissement émotionnel dans notre présent. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si c'était lui qui venait là-haut et qui tirait les ficelles. C'est-à-dire que il cherche à nous appeler, à nous dire « Eh oh, en fait, c'est moi qui vais pas bien. » Je voulais voir si je trouvais une peluche à côté de moi, parce qu'à mon travail, j'ai une peluche pour symboliser l'enfant intérieur. Donc en fait, quand on a un épisode dépressif, ça peut être une façon d'attirer notre attention, en fait, que notre enfant intérieur, je vais y arriver, c'est une façon que notre enfant intérieur trouve pour attirer notre attention.
voilà, avec la dépression. Les phobies aussi peuvent être tout à fait en lien avec des mémoires d'expériences traumatisantes. Par exemple, une personne, ce qui est très fréquent, les personnes qui ont la phobie de l'ascenseur ou des espaces clos, des espaces, par exemple en voiture, qui ont des crises d'angoisse en voiture, très souvent ça va être en lien avec une naissance difficile, où l'enfant s'est retrouvé coincé, en fait bloqué à une certaine étape de la naissance. Et du coup, quand elle se retrouve dans des situations extérieures qui ressemblent à ce qu'elle a vécu, l'angoisse va apparaître. Voilà. Ça peut être aussi un réveil au cours d'expériences, de circonstances en fait semblables à ce qu'a vécu l'enfant intérieur. Alors, Christelle, si l'enfant n'a pas été compris et a besoin d'attention, peut-il développer une maladie? Tout à fait. Alors, j'en reparlerai au fur et à mesure, d'accord? J'essaierai d'y revenir je vais continuer toutes mes explications parce que vous allez voir au fur et à mesure, vous aurez beaucoup de réponses aussi à toutes ces questions. Donc, voilà, par exemple, l'enfant a eu un traumatisme, par exemple, il s'est fait mordre par un chien, il a été très très angoissé à ce moment-là. Et à chaque fois que vous allez être en lien, voir un chien, ça peut réveiller en fait du coup l'angoisse à l'intérieur de vous. Mais les mémoires traumatiques en fait peuvent se réveiller aussi à des moments clés de notre vie. Les mariages, au moment des naissances, quand on donne naissance à un enfant ou que le couple en fait a un enfant. Au moment aussi où notre propre enfant va avoir l'âge qu'on avait au moment du traumatisme. Admettons, j'ai vécu un traumatisme à 8 ans. Quand mon enfant va avoir 8 ans, il peut vivre la même chose que moi, en fait, et du coup réveiller les blessures de mon enfant intérieur. Ou, simplement parce qu'il arrive au même âge que moi, ça vient réveiller mes blessures et je me mets à avoir des symptômes, des difficultés que je ne comprends pas forcément. Ensuite, ça peut être au moment d'un décès d'un proche, ou au moment des divorces et des séparations. Parce qu'en fait, ce sont des moments souvent très intenses émotionnellement et qui viennent du coup réveiller ces mémoires-là. Alors Seb, si tu as un exemple avec les serpents aussi, enfin si ça me parle. Oui, alors le serpent va avoir quand même en général une symbolique sexuelle. Donc s'il y a vraiment par exemple une phobie par rapport au serpent, c'est vrai que moi, ça va me donner un petit indice de me dire, bon, va peut-être falloir creuser, savoir qu'est-ce qui s'est passé pour la personne, est-ce qu'il y a eu une imprégnation, une connexion, comment dire, une connexion avec l'énergie sexuelle un peu trop tôt. Voilà, mais enfin c'est juste une hypothèse. Hein. Après, je pense que, donc, ce qui se passe, c'est que quand, voilà, je vous le dirai après ça, bah si, je vais vous le dire maintenant. Non, je finis. Les interactions gigoniques, oui. Donc, vous avez donc toutes ces situations qui vont faire remonter les mémoires de l'enfant intérieur. Parce que bon, la plupart du temps, effectivement, elles sont enfouies à l'intérieur de nous. Alors, Monica, en cas de dissociation, figement à la naissance, comment remédier à cela à l'âge adulte? Je vais en parler après, justement, avec le protocole de mise en paix de l'enfant intérieur. Donc, il peut y avoir aussi des réveils dans ce qu'on appelle les interactions gigoniques. Souvent, quand on faisait des supervisions, on disait « oh là, ça gigogne », c'est-à-dire que, par exemple, on va aller chercher un conjoint qui va venir inconsciemment réveiller nos enfants intérieurs. Et en fait, on va le choisir inconsciemment parce qu'il va, à un moment donné, venir appuyer sur nos blessures intérieures pour qu'on puisse les libérer. Et c'est pour ça que le couple, l'aventure du couple est parfois si compliquée, parce que souvent, ça vient réveiller en fait nos blessures intérieures. Mais on ne le sait pas. Et donc, quand ça commence à frictionner et à trop réveiller les blessures intérieures, ça se complète en fait. Il faudrait que je puisse trouver un exemple. Par exemple, quelqu'un d'abandonnique va justement aller chercher quelqu'un d'un peu fuyant et va tout le temps être en insécurité dans la relation parce qu'il faut que cette personne aille comprendre pourquoi elle a cette blessure d'abandon. Mais en fait, c'est son enfant intérieur qui se sont abandonnés. Voilà. Donc, on peut avoir des réveils donc, de mémoire d'enfant intérieur dans le couple, dans les relations parents-enfants et dans la vie professionnelle. Vous pouvez avoir un patron
ou une patronne, voilà, qui va venir réveiller en fait une attitude des parents, par exemple, qui a pu être traumatisante pour l'enfant. Oui, c'est vrai que Seb dit, ça me parle, avec mon ex, on n'a pas compris qu'on était amoureux et pas heureux. En fait, c'est-à-dire que justement, il y a ces aimantations, il y a quelque chose de très très fort qui aimante le couple, mais ça va pas suffire effectivement à être heureux. À un moment donné, il va falloir travailler sur ces mémoires en fait de l'enfant intérieur qui viennent bloquer la relation dans le présent. Alors, est-ce un deuil peut réveiller la peur d'un jumeau perdu? Oui, absolument. Et justement, cette approche particulièrement efficace avec les mémoires de jumeaux perdus. Parce que, pour moi, en tous les cas, c'est la seule approche thérapeutique que j'ai trouvée qui permettait, il y en a d'autres, hein, mais en tous les cas, dans toutes celles que moi j'ai testées pour moi, c'est la seule qui m'a permis justement d'aller explorer la vie fœtale, ma naissance et justement une histoire de jumeaux perdus. Comment savoir si notre enfant intérieur a fait mémoire d'un enfant décédé avant nous dans le ventre de notre mère? Je suis pas sûre de bien comprendre la question, Priscilla. Comment savoir si notre enfant intérieur a fait... Alors, si votre maman a perdu un enfant avant votre conception, bien sûr que l'enfant que vous avez été a perçu cette présence et la blessure dans le cœur de votre mère, que c'était l'absence d'un enfant. Et la structure en fait de personnalité que ça va apporter, c'est que en fait c'est ce qu'on appelle une double contrainte, c'est-à-dire que l'enfant qui arrive perçoit qu'il y en avait un avant qui est mort, et donc l'enfant lui ce qu'il veut c'est toujours combler ses parents, il veut vraiment, il est plein d'amour pour ses parents. Et donc, il voudrait tellement rendre sa maman heureuse. Et du coup, il est dans une espèce de double contrainte parce que pour rendre sa mère heureuse, il faudrait remplacer l'enfant décédé, donc il faudrait être mort, mais sauf qu'il est vivant. Ce qui fait que ça crée une vie où il y a vraiment toujours cette double contrainte assez difficile à vivre. Voilà, alors... Donc, je vous ai donc expliqué ce concept d'enfant gigogne, donc ces traumas qui sont emmagasinés à l'intérieur de nous. Et donc, comme je vous ai expliqué, il y a certains traumas dont on se souvient. Voilà, par exemple, je suis en train de voir que mon portable est en train de se décharger. Fiona, tu pourrais aller me chercher mon chargeur, s'il te plaît? Il est dans ma chambre. Pardon, parce que je suis en train de voir que j'ai voulu passer par l'ordi, mais ça marchait pas. Et du coup, je suis sur mon portable et je me souviens que c'était Sarah qui disait que son premier live, elle avait son portable qui s'était coupé en plein milieu. Ce serait un peu embêtant parce que j'ai encore pas mal de temps à vous parler. Merci beaucoup. Abandon face au rejet, ça nous a permis de travailler dessus. C'était peut-être le but de notre rencontre. Bien sûr que, Seb, comme tu dis, beaucoup de nos rencontres de couple sont en fait des cadeaux qui nous permettent de, comment dire, d'aller mettre en paix un certain nombre de choses de ces blessures. Mais parfois, c'est trop douloureux, trop difficile, ça réveille trop et c'est, voilà, du coup, ça amène à la séparation. Ouais. Oui, ça y est, c'est branché, il n'y aura pas de coupure, soyez tranquille. Donc, vous avez donc toutes ces mémoires de l'enfant intérieur. Et donc, Jean-Paul Fluteau, celui qui a conçu donc l'approche de l'enfant gigogne, a mis au point un protocole pour aller explorer les mémoires de l'enfant intérieur. Alors, ce protocole d'exploration des mémoires de l'enfant intérieur, il se fait ce qu'on appelle en état de conscience modifié. Alors, c'est proche de l'hypnose, donc je guide la personne en relaxation profonde, donc on est en onde alpha. Enfin, la personne est en onde alpha, ce qui fait que le mental, il lâche un peu. La personne est allongée, je mets une musique, et puis je permets à tout le corps de se détendre. Donc, comme je vous dis, il y a moins comment dire, on est moins parasité par le mental et ça permet de faire remonter certaines choses. Pardon, je suis en train de lire une question. Quand on est enfant et que l'on a des mauvais souvenirs, pour avancer, j'ai fait
un reste plus de mémoire, mais je sens que c'est enfoui en moi. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les mémoires conscientes, et puis il y a toutes les mémoires amnésiées enfouies. Alors, il y en a certaines, clairement, avec le recul, maintenant, l'expérience, il y a des personnes, je sens bien que ça va pas être possible d'aller retrouver les mémoires amnésiées, et c'est important de respecter aussi certaines amnésies, parce que sinon, si c'est pour que la personne finisse en hôpital psychiatrique, voilà, au début où je pratiquais, je me souviens, j'avais une patiente, je travaillais en centre médico-psychologique pour adultes, et ma patiente était vraiment très fragile, elle avait une histoire assez compliquée. J'ai fait le protocole, et en fait, elle est restée en association avec l'enfant intérieur pendant 1 semaine. À la fin de la séance, elle ne me parlait plus, elle était complètement figée dans sa blessure. Je me suis dit, bon, avec ce type de personnalité, il faut mieux éviter, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, j'y vais avec beaucoup de prudence, et je vous expliquerai aussi à la fin, du coup, j'ai conçu quelque chose en art-thérapie, justement, pour permettre de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de travail pour calmer son enfant intérieur, oui. Mais c'est un travail extraordinaire et extrêmement transformateur. Vraiment, enfin moi, je témoigne en tant que, voilà, je souffrais de crises d'angoisse terribles quand j'étais plus jeune, pendant mes études de psycho, et j'en ai plus maintenant. Après, voilà, je peux être un peu stressée, j'ai une nature peut-être un peu anxieuse, je garde des petites séquelles, entre guillemets, mais enfin, franchement, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Oui, alors le fait effectivement de bloquer, d'amnésier en fait ces mémoires, c'est un système d'autodéfense et de protection, oui, tout à fait. Et après, en fait, tout va être jauger un peu, en fait, évaluer, est-ce que ce blocage, il me protège ou est-ce qu'il m'enferme? Et en fait, au bout d'un moment, certaines personnes, elles sont prêtes à aller voir et elles ont besoin, en fait, de reconnecter cet enfant intérieur, justement un peu comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir faire la décharge émotionnelle qui n'a pas pu se faire, pour pouvoir mettre des mots dessus, dire ce qui a pu se passer, demander du réconfort, demander des explications, etc. Et parfois, il y a besoin de cette libération. Voilà, donc ça c'est... Voilà, moi à chaque fois, je prends le temps de sentir avec la personne où est-ce qu'elle en est dans son histoire, est-ce qu'elle a déjà travaillé sur elle, est-ce qu'elle est prête. Et même si elle est prête, je peux vous dire que quand on s'approche des foyers traumatiques les plus intenses et ceux qui ont été amnésiés, il y a toujours des défenses. Hein. C'est souvent un peu compliqué. Voilà. Donc, ce protocole d'exploration, c'est une séance qui dure 2 heures. Je ne la fais pas à distance parce que vraiment, pour moi, c'est hyper important que la personne se sente en grande sécurité. Donc, je crée vraiment un espace sacré, sécurisant, avec de la musique douce. Je suis toujours sur la droite de la personne parce que le côté gauche, c'est son côté du cœur, c'est le côté plus vulnérable. Oui, c'est des petites choses, mais tout est vraiment réfléchi, travaillé en fait. Et donc, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette approche thérapeutique, comme je vous disais par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter, c'est que c'est la seule approche thérapeutique qui travaille avec une image d'amour inconditionnel. Et moi, je viens du monde psy, dans mes études de psycho, c'était à fond la psychanalyse, enfin, en gros, il fallait la neutralité bienveillante, être neutre, voilà. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas être neutre, on est humain, il faut qu'on travaille avec qui on est, voilà. Et donc, cette... oh, je suis désolée, je viens de lire une question, et du coup, ça m'a coupé, il faut que je reprenne ma concentration. Oui, l'amour inconditionnel. Et donc, quand on fait la régression, donc... je propose à la personne de faire venir une image qui représente pour elle l'image de l'amour inconditionnel. C'est pas une image que moi je vais imposer à la personne. Je vais pas vous dire vous allez voir ça. Je propose à la personne, voilà, une image qui pour vous représente l'amour inconditionnel, toute image, sauf une image de personne connue ou familière, parce qu'il faut pas que ce soit en lien avec quelqu'un. Donc, comment on fait si on est trop loin? Je vous expliquerai après, justement, avec mon programme sur l'harmonisation de l'enfant intérieur avec l'art-thérapie. Sinon, il faut venir à Montpellier. Et puis après, vous pouvez aussi aller sur le site espacetransformation.fr. Je vous l'écrirai, si vous voulez, après dans les commentaires, qui est le site de Jean-Paul Fluetot, donc celui qui a... Et il y a la liste de tous les thérapeutes à travers la France entière, donc peut-être qu'il y en a aussi vers chez vous. Je sais que j'ai une très très bonne amie qui est dans le
qui est vers en Charente, il y en a une vers Lyon, enfin voilà, je sais qu'il y a des professionnels à d'autres endroits en France aussi. Donc quand on fait cette exploration, donc on fait venir cette image d'amour inconditionnel, et cette image, donc chacun va avoir une image qui vient. Mais je vous dis, en image d'amour inconditionnel, j'ai autant eu voilà, des trucs très spirituels comme un ange, un Bouddha, voilà, le Christ, voilà. Mais ça peut être aussi un chalet à la montagne, ça peut être, qu'est-ce que j'ai eu, des dauphins, une chienne et ses petits chiots, voilà. Il y a vraiment beaucoup de possibilités en termes d'image d'amour inconditionnel. Donc la personne, quand elle fait la relaxation, la régression, elle est en lien avec cette image d'amour inconditionnel qui va l'accompagner en fait tout du long. Et cette image d'amour inconditionnel va être aussi ce qui va permettre déjà, quand on aura retrouvé l'enfant intérieur, de lui apporter de l'amour. Et donc il y a cette... Quand on fait une régression, une exploration, donc soit la personne a un souvenir conscient. Par exemple, elle sait qu'elle a vécu tel trauma, elle a vraiment envie d'aller le mettre en paix. Donc par exemple, elle sait que à 5 ans, elle a vécu des attouchements et elle en a marre de vivre avec ça. C'est toujours lourd, c'est pesant, elle en peut plus et donc elle a vraiment envie d'aller travailler là-dessus. Du coup, en fait, on fait la régression et on va partir sur ce souvenir et puis l'explorer un peu et surtout permettre à l'enfant intérieur de ressentir, de dire en fait ce qu'il n'a pas pu dire, etc. Et puis, dans une deuxième partie, on va apporter à l'enfant intérieur les ressources. Donc, il y a la première séance de 2 heures où on va explorer, donc soit à partir d'un souvenir, soit dans la mémoire non consciente. Pour la mémoire non consciente, en fait, on va partir d'un problème du présent. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais, nos blessures du passé sont réactivées dans notre présent. Et la structure du problème présent est identique à la structure du problème passé. Comme je vous disais, par exemple, si je reprends l'exemple de la personne qui fait les crises d'angoisse. Dès qu'elle monte en voiture, elle tout d'un coup, quand il y a tout qui défile là, et elle est dans sa voiture, elle se met à avoir une bouffée d'angoisse pas possible. Ou quand elle est enfermée, quand elle monte dans un ascenseur, bouffée d'angoisse. Donc là, on va faire une régression. Donc on va partir de la dernière fois où elle a vécu cette situation, où elle a vécu cette angoisse. Et ça va être ce qu'on appelle notre rampe de lancement. Et après, je fais partir la personne dans une spirale jusqu'à arriver à un enfant intérieur. Et en général, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je sais un peu en fonction de la structure du problème présent où est-ce qu'on risque d'arriver. Et donc, ça c'est typiquement, on risque d'arriver au moment de la naissance. Parce qu'en fait, pendant la naissance, l'enfant, il va passer par ce qu'on appelle des matrices périnatales. La première matrice périnatale, en fait, le bébé, il est dans le ventre, tout baigne. Voilà, c'est cool, il est bien, il est au chaud, logé, nourri. Voilà, là, c'est vraiment le bien-être total. Deuxième matrice, il commence à y avoir les contractions, mais le col de l'utérus n'est pas ouvert. Donc, le bébé, il commence à être pressuré de partout. Et si cette période dure un peu longtemps, l'enfant, il peut vraiment avoir beaucoup d'angoisse. Il se sent complètement coincé, vraiment enfermé. Ma fille m'avait laissé un petit mot, l'enfant dort pendant la naissance et ne se réveille qu'en cas de douleur ou à partir des plus grosses contractions. Effectivement, et tout d'un coup, il peut être super angoissé parce qu'il sait pas ce qui se passe en fait. Il est complètement écrasé. Et comme je vous disais, si cette période dure un peu longtemps, la personne peut vraiment avoir des grosses crises d'angoisse après. Et l'enfant peut être terriblement angoissé dans des vécus en fait de personnes qui reconnaissent ce type de situation. Il peut y avoir des vécus de fin du monde quoi, au niveau. C'est-à-dire quand la personne retrouve le vécu de l'enfant intérieur, parfois ça peut être très symbolique. Ça peut être des métaphores en fait. C'est pas forcément la situation elle-même. Et du coup. La deuxième matrice, donc, c'est les contractions, mais le col n'est pas ouvert. Troisième matrice, le col commence à s'ouvrir, et donc là, il faut passer sous la symphyse pubienne. Donc là, c'est plus, voilà, un peu la lutte, faut avancer, et donc c'est d'autres types de difficultés. Et puis, la quatrième matrice, c'est la sortie, c'est comment, en fait, l'enfant est accueilli. Comment il est accueilli par sa famille, est-ce qu'il a été attendu ou pas, est-ce que ses parents étaient là ou pas, est-ce qu'il y avait beaucoup d'angoisse,
Voilà, est-ce qu'il était attendu pour garçon, pour fille, est-ce qu'il a déçu, pas déçu, enfin voilà. Et si par exemple l'enfant in utero a perçu que ses parents attendaient plutôt une fille et que c'était un garçon ou vice versa, il va toujours se dire ah, je fais pas comme il faut, j'ai pas trop envie de sortir parce que je vais décevoir tout le monde. Et ça crée un type de personnalité et de problématique particulier. Voilà. Donc une fois qu'on a donc retrouvé ces mémoires donc on est parti d'un problème du présent, on arrive à une scène donc de l'enfant intérieur. À ce moment-là, on a donc la scène traumatique. Donc ça, c'est la première séance de 2 heures. La naissance par césarienne, eh ben, pour l'enfant, en fait, il est au chaud et tout d'un coup, en fait, dans ce que peuvent décrire des personnes, ils se sentent en fait agressés par quelque chose d'extérieur. Et il y a comme une espèce de main qui vient les sortir et ça peut être aussi angoissant parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer en fait à cette sortie. Et ça peut être aussi des personnes qui vont avoir tendance à attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Et qui, parce qu'elles ne sont pas passées par cette période un peu de « allez, j'y vais, je passe sous la symphyse pubienne pour, voilà, je lutte un peu pour arriver à la vie, quoi ». Et de la même façon que le papillon doit lutter pour sortir, en fait, de son cocon, la chenille qui s'est transformée en papillon, eh ben, c'est important aussi d'avoir, comment dire, de passer ces étapes-là. Donc après, si ça n'a pas pu se passer comme ça, ben, ça peut être mis en paix, en fait. Hein. Il n'y a rien d'inéluctable et c'est ça qui est intéressant. Et donc, cette première séance de 2 heures, on explore les mémoires de l'enfant intérieur. Une fois qu'on a retrouvé la scène traumatisante, il va y avoir une nouvelle séance où je vais demander aux personnes de quoi cet enfant intérieur aurait eu besoin. Donc peut-être qu'il aurait eu besoin, un peu comme on disait tout à l'heure, de verbaliser les choses, de demander de l'aide, de demander des explications, de dire non si c'est par exemple une situation d'abus, de vérifier aussi ce qui s'est passé, je vous ai dit, demander des explications, exprimer ses besoins, voilà. Donc ça, c'est les ressources en fait fondamentales qu'on va chercher, voir en fait de quoi cet enfant avait besoin et qu'on va pouvoir lui apporter. Je me sens un peu, je sens que j'ai du mal à expliquer, j'espère que c'est clair. Quoi qu'il en soit, la naissance est donc toujours traumatique, plus ou moins. Je pense que ça reste quand même quelque chose, et on voit, moi j'ai fait pas mal de rebirths, et on voit bien quand même que ça reste un événement quand même assez fort émotionnellement pour le bébé. Maintenant, s'il a été accompagné, si on lui a expliqué, s'il sait en fait par quoi il passe, il va le vivre de façon moins traumatisante que s'il ne sait pas du tout ce qui se passe, ou s'il n'a pas été désiré, pas attendu, ou si la naissance dure vraiment très longtemps, ou s'il y a des conditions voilà, très très difficiles et douloureuses à la naissance. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a repéré les ressources dont cet enfant avait besoin, là on fait une deuxième séance à nouveau de 2 heures. Et ça, là on va apporter donc les ressources à l'enfant intérieur. Donc on va reconnecter l'enfant intérieur. Et puis là, en fait, l'adulte que vous êtes va aller chercher en fait toutes les situations ressources. Par exemple, la dernière fois où j'ai pu verbaliser mon ressenti à quelqu'un. Hop, je vais aller dans cette situation, me sentir en train de le vivre en tant qu'adulte, et puis je vais l'apporter à l'enfant intérieur. Après, admettons, l'enfant intérieur avait besoin de demander de l'aide. Ben, je vais penser à une situation où j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, je me vois en tant qu'adulte en train de vivre ça, et hop, j'apporte cette ressource à l'enfant intérieur. Et donc les unes après les autres, on va apporter les ressources à l'enfant intérieur. Et une fois en fait qu'on a apporté toutes ces ressources, on va aussi apporter la lumière d'amour inconditionnel, qui est en lien donc avec cette image dont je vous parlais tout à l'heure, l'image d'amour inconditionnel. Et on va donc apporter cet amour inconditionnel à l'enfant et l'apporter aussi aux 2 parents. Et ce qui fait qu'après, en fait, il y a une nouvelle scène qui va se dérouler. C'est-à-dire que l'enfant, il est ressourcé, donc il peut vivre la situation autrement. Et du coup, mettre en scène... mettre en place en fait de nouvelles croyances, un nouveau programme de fonctionnement aidant et approprié en fait à l'adulte que vous êtes aujourd'hui.
Et ça, c'est des moments mais hyper émouvants pour moi qui accompagnais pas mal de personnes dans ces régressions. Quand vous voyez quelqu'un qui reconnecte son enfant intérieur, qui le met en paix, mais souvent il y a eu des moments limite, pas d'extase, mais de... Vraiment, les gens sont connectés à un amour incroyable. Et il y a vraiment une guérison, mais qui se passe dans le plus profond des cellules, en fait, de la personne. Et plus c'est ancien, en fait, quand on est vraiment dans la vie fétale ou au moment de la naissance, il y a vraiment des vécus extrêmement forts, émotionnellement, énergétiquement, en fait, pour les personnes. Voilà. Et donc ça, c'est la dernière séance pour la mise en paix. Et donc, après, une fois que l'enfant est mis en paix, que les parents sont mis en paix, qu'il y a ce nouveau programme de fonctionnement, on laisse l'enfant, en fait, grandir à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'il rejoigne tous les niveaux de notre être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sera plus happé par cette mémoire d'enfant intérieur. Il aura grandi, en fait, à l'intérieur de nous et rejoint tous les niveaux de notre être actuel. C'est-à-dire que on sera avec ce nouveau programme de fonctionnement, avec ces nouvelles ressources. Puis après, je propose à la personne de faire un pont vers le futur et de s'imaginer avec ce nouveau programme de fonctionnement, au lieu de fonctionner toujours avec « je suis pas capable, je suis pas comme il faut, je suis nulle, je suis pas intéressante, je suis moche ou je sais pas quoi », c'est « je suis capable, j'ai plein de ressources, je peux demander de l'aide, je suis aimée, je mérite d'être aimée », voilà. Et je propose à la personne de faire un pont vers le futur et de s'imaginer en fait comment ça va modifier son futur depuis ce point de vue intérieur. Voilà. Et ce qui fait que ça crée vraiment une mise en paix très profonde de l'enfant intérieur. Voilà, je vais essayer de voir un peu vos questions. Alors, si l'enfant est né avec le cordon autour du cou et est sauvé in extremis, c'est un traumatisme qui peut le suivre adulte et sous quelle forme? Tout à fait. Alors, typiquement, les personnes qui sont nées avec le cordon autour du cou, il y avait quand même à la fois une envie d'arriver et pas envie d'arriver. Donc, ce serait intéressant d'aller dans la vie fœtale, voir en fait quel est le marquage, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que le bébé a perçu en fait dans la vie fœtale qui va faire qu'il se dit là, moi j'ai pas trop envie d'arriver. Et donc, alors, s'il a le cordon, il peut y avoir en fait eu une grande souffrance fœtale au moment de la naissance. Et quand vous dites sauver in extremis, l'enfant peut même en fait avoir fait une expérience de sortie de corps. C'est-à-dire que quand la souffrance vécu par l'enfant intérieur est trop intense, il fait ce dont je parlais tout à l'heure, cette dissociation. Et nous, on le voit bien quand on fait les régressions. En fait, les gens sont complètement dissociés. Ils flottent au-dessus. Ah ouais, non, mais tout va bien. L'enfant est en train de vivre un truc super dur. Et eux, ils disent, ah ben non, ça va, tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, leur mémoire, ils se sont dissociés, en fait, du corps de l'enfant. Donc après, ce qui va être important, c'est de ressourcer l'enfant intérieur et permettre en fait à la conscience de redescendre dans le corps. Et je pense qu'en chamanisme, on parle aussi de, comment ils disent, oh mince, du coup j'ai oublié le mot. Mais ils ont quelque chose aussi comme ça. Alors eux, ils parlent de remettre l'âme en fait dans le corps. Et je pense que c'est souvent en lien avec des expériences comme ça. Et bien sûr que donc un traumatisme comme ça peut suivre à l'âge adulte. Sous quelle forme? Avec beaucoup de mal à avoir des choses autour du cou, des angoisses de mort, des autosabotages aussi peut-être. Et puis une difficulté à être dans son corps, une difficulté à être connecté à son corps, à être enraciné, voilà, puisqu'il y a eu ce marquage en fait de sortie de corps et de déconnexion avec son propre corps. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, comment on évacue? J'espère que j'ai répondu. Alors, si on peut soigner avec l'art-thérapie. Donc ça, je vais vous expliquer après. D'où l'importance de parler au bébé quand j'entends des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Oui, carrément. Effectivement, pendant la grossesse, on peut expliquer. Alors moi, je sais que pour mon premier enfant, je lui ai expliqué les différentes étapes par lesquelles il allait passer, en fait. Voilà.
Bon, ça n'a pas empêché qu'il y a eu des choses difficiles parce que moi j'avais des peurs à traverser avec cette première naissance. Mais oui, c'est très important. Et j'ai envie aussi de vous dire que rien n'est inéluctable. C'est-à-dire même s'il y a eu des traumas, même si la naissance a été difficile, même si j'ai pas été désirée, pas attendue, voilà, que j'ai des traumas, en fait, on peut faire quelque chose. On peut vraiment aller mettre en paix cet enfant intérieur. Mais moi, je le travaille, enfin, vraiment, je travaille énormément avec ça dans mon cabinet, avec les patients qui viennent me voir. Et parfois, juste en mettant j'ai un espèce de un gros hérisson en peluche, là, que je mets dans les bras des gens et je leur dis, voilà, vous êtes maintenant là pour votre enfant intérieur. Prenez-le dans vos bras et accueillez-le, parlez-lui. Et déjà, parfois, rien que ça suffit. Parce que je perçois, en fait, il y a des gens, il y a des traumas tellement intenses qu'ils ont une personnalité trop fragile et ils peuvent pas aller trop en profondeur. Mais ils ont quand même voilà, des charges émotionnelles importantes. Du coup, là, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aussi aux thérapies plus énergétiques. Et je travaille aussi, du coup, avec, par exemple, la posture TAT, dont j'avais parlé une fois dans un live. Et je m'intéresse aussi beaucoup à l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui va taper sur des points d'acupuncture et permettre comme ça de libérer tout en douceur certains traumas. Mais disons que moi, toute cette connaissance que j'ai acquis depuis plus de 10 ans en pratiquant la thérapie par l'approche de l'enfant gigogne m'a permis d'avoir une compréhension très fine en fait des traumas actuels, de la résonance avec l'enfant intérieur et de comment aller mettre tout ça en paix. Voilà. Elle était bleue, oui, elle était bleue. Donc ça veut dire, si le bébé était bleu avec le cordon autour du cou, hein, je pense que c'était cette situation-là, ça veut dire qu'il y a eu un manque d'oxygénation, peut-être même une expérience de mort imminente, ou en tous les cas, il y a eu certainement une sortie de corps, parce que c'était trop difficile et trop douloureux. Voilà, recouvrement d'âme. Merci Monica, oui, c'était tout à fait ça. En chamanisme, c'est le recouvrement d'âme quand on permet à l'âme qui est sortie justement du corps de revenir dans le corps. Il faut au moins 2 séances de 2 heures pour un premier travail, car je suppose que les traumatismes doivent être guéris de façon chronologique. Alors, pas forcément de façon chronologique, mais oui, il faut alors une première séance de 2 heures pour faire l'exploration, une séance d'1 heure pour trouver les ressources, et une séance de 2 heures pour faire la mise en paix. Ça, c'est un peu le package pour une scène traumatique. Mais si par exemple... voilà, vous avez un symptôme très handicapant dans votre vie présente et vous êtes motivé à aller voir, on peut faire l'exploration, voilà, et puis voir où on tombe. Après, ça peut être de commencer par aller mettre en paix les mémoires conscientes pour avoir plus de ressources pour pouvoir après aller voir les mémoires de l'enfant intérieur, les mémoires plus amnésiées. Est-ce qu'on peut régler le problème sur les enfants sans attendre l'âge adulte? Alors, je travaille énormément, j'ai beaucoup d'enfants en thérapie, je travaille en art-thérapie avec eux. On ne fait pas le protocole de l'enfant gigogne avec les enfants. D'abord, en fait, parce que, par exemple, si on tombe sur une situation d'abus sexuel, d'inceste, on va être obligé de faire un signalement. Et c'est compliqué parce que les enfants après sont pris dans des doubles contraintes. Donc on travaille pas en direct avec, on fait pas ce protocole là en fait avec les enfants. Par contre moi avec l'art thérapie je permets à l'enfant et je leur explique le concept d'enfant gigogne en fait. Je leur parle de leur mémoire intérieure. Alors Nadia, du coup, je vous répondrai peut-être en privé si voilà, si vous voulez pas forcément que je réponde tout à haute voix. Alors mince, pourquoi j'arrive plus à voir les... Voilà. Enfin Nadia, dites-moi si vous voulez... Ouais, Donc Nadia, si ça vous va, je vous répondrai en message privé si vous voulez après. Voilà, donc pour finir, donc voilà, moi j'ai cette longue expérience d'accompagner des personnes dans ce travail des mémoires de l'enfant intérieur. Comme j'ai vu qu'il y avait certaines personnes pour qui c'était compliqué, ou justement en travaillant avec l'art-thérapie, j'ai vu les énormes transformations que ça a apporté. Comment me joindre? Vous pouvez m'envoyer un message privé sur ma page Créam.
Et je vous répondrai sans problème en message privé. Voilà. Après, si vous êtes OK que je réponde à voix haute, mais comme vous dites, voilà, que vous voulez peut-être pas que je le fasse à voix haute. Donc, comme j'ai vu en faisant donc tout ce travail d'art-thérapie avec le soul art, donc l'art de l'âme, comment mon âme aussi m'apportait des réponses inédites à mes blessures intérieures. J'ai donc conçu un programme d'accompagnement que j'ai appelé l'harmonisation de l'enfant intérieur. Donc c'est un programme de 7 heures de session individuelle avec moi en ligne, où je vais donc vous guider pour faire une première création. Donc on va discuter de qu'est-ce que vous savez justement des mémoires de votre enfant intérieur, qu'est-ce qui est difficile, douloureux, et vous allez faire une première création par rapport à ça. Sachant que donc quand on travaille en art-thérapie, on ne travaille pas pour faire quelque chose de beau, d'accord? Il s'agit juste d'exprimer, de laisser s'exprimer sur la toile ou sur le papier quelque chose. Et j'ai un même programme comme ça pour travailler sur l'estime de soi. J'ai accompagné une personne, voilà, son premier dessin, elle est très douée au niveau artistique, mais elle a fait, voilà, elle a vraiment sorti ce qui avait besoin de sortir. Donc ça peut être sombre, ça peut être, voilà, noir, gris, lourd, pesant, voilà. Alors, je finis juste d'expliquer par rapport au programme, et puis Nadia, du coup, à la fin, si vous voulez, je répondrai par rapport à votre question. Parce qu'elle était intéressante, je trouve. Donc, effectivement, ça peut parler à d'autres personnes. Donc, les premières séances, on va donc travailler sur connecter à l'enfant intérieur blessé. Et je vais vous proposer, depuis chez vous, de faire une création pour exprimer, en fait, intuitivement, cette blessure de l'enfant intérieur. Ensuite, on a une session où on va travailler ensemble sur qu'est-ce que ça dit en fait, qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce que la création en fait vous dit, qu'est-ce que votre âme vous a dit aussi dans le processus créatif et une fois que la création est terminée. Et puis vous allez, ça c'est typiquement donc dans le processus du soul art, l'art de l'âme, vous allez décider d'une action à partir de toutes les prises de conscience que vous avez faites. Donc, en faisant cette création, vous allez décider d'une action que vous allez faire dans votre vie de tous les jours. Ensuite, je vais vous faire connecter à votre enfant de lumière, l'enfant guéri en fait, l'enfant ressourcé, comment il serait, qu'est-ce qu'il ressentirait, etc. Et là, vous allez faire une deuxième création, mais par-dessus la première. C'est-à-dire que donc en général, je propose aux gens de travailler plutôt sur une toile et avec de l'acrylique pour pouvoir avoir plusieurs épaisseurs. Donc il va y avoir cette première épaisseur avec la partie blessée, souffrante, traumatisée, voilà. Et du coup, on n'a pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais on va permettre à cette partie de s'exprimer en nous. Donc voilà, on peut mettre du relief, on peut mettre voilà, du noir, des trucs sombres, des choses qui vont venir symboliser. J'ai une patiente que j'ai guidée justement pour ça. Elle a carrément mis une hache, quoi, sur son... Mais la vraie hache, quoi. Hein, et en fait, elle avait connecté une angoisse de mort dans la vie fétale, quoi. Comme si on voulait pas qu'elle soit là, quoi. Hein, on voulait attenter à sa vie. Hein. Entre parenthèses, ça fait partie des mémoires traumatiques les plus difficiles à retrouver, ça. Hein, les mémoires de tentatives d'avortement. Je dirais que les traumas les plus difficiles à retrouver, c'est tentatives d'avortement, abus sexuels évidemment, et puis bon, certaines naissances un peu compliquées, justement comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand il y a ces sorties de corps, quand il y a ces dissociations. Donc cette deuxième création, donc une fois que vous avez connecté l'enfant intérieur guéri, vous allez peindre par-dessus. Et vous allez transformer, en fait, avec l'aide de votre âme qui va vous guider. Bon, on aura évidemment travaillé ça en amont. Moi, je vous guide tout du long, hein, avec donc l'ouverture des portes créatives, comme on fera pour le live de demain. Donc, hop, on va vraiment... Enfin, vous allez... Donc, sur votre première création, où il y a l'expression de l'enfant blessé, vous allez faire une deuxième couche avec l'enfant vraiment ressourcé, en paix. Et la femme que j'ai guidée, là, qui avait mis cette hache sur sa première création, elle me dit, mais ça m'a permis de me reconnecter à ma lumière intérieure. En fait, j'étais coupée de ma lumière intérieure et ce programme m'a permis vraiment de me reconnecter à ma lumière intérieure.
Et donc, comme à chaque fois, en fait, en soul art, une fois qu'on a fait la création, il y a toujours un temps de dialogue avec l'œuvre, de prise de conscience et de décider d'une action inspirée pour venir ancrer. Par exemple, la patiente dont je vous parlais qui avait fait cette hache, donc après elle a fait une deuxième création où elle a mis beaucoup de douceur, elle avait mis des foulards très doux, il y avait un petit ourson je crois au centre de sa création. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire quelque chose de beau, elle avait fait un collage, vous voyez, même si on ne sait pas dessiner, tout est possible en fait en art-thérapie. Et puis son action inspirée, en fait, elle sentait qu'elle avait besoin de remettre, de se reconnecter à la joie de son enfant intérieur. Et en fait, elle avait décidé d'acheter des bulles, vous savez, les petites bulles pour enfants, là où vous soufflez. Et tous les jours, pendant je ne sais plus combien de jours elle avait fait ça, chaque jour, elle soufflait les bulles, mais vraiment en se connectant à son enfant intérieur, pour être dans la légèreté, la joie de son enfant intérieur. Et ça avait été très très fort pour elle. Voilà. Et du coup, donc j'ai conçu ce programme de l'enfant intérieur, d'harmonisation de l'enfant intérieur. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, si on harmonise l'enfant intérieur, il va falloir harmoniser aussi les parents intérieurs. Donc après, j'ai conçu un autre programme que j'ai appelé l'harmonisation des parents intérieurs. Bon, là, on est plus à 13 heures de session individuelle, parce qu'on va travailler sur les deux parents. Donc on va faire le point sur votre relation à votre mère, le point sur la relation avec votre père. Vous allez faire des créations par rapport à ça, donc avec la partie souffrante, là où c'est difficile, compliqué, voilà. Et puis après, pareil, je vais vous faire vous connecter à vos parents de lumière, voilà, ceux qui sont là, les parents intérieurs, un peu ceux dont parle aussi beaucoup Opaline, je veux dire Opaline Anaya, qui fait des lives dans le cadre du salon. Donc connecter ses parents bienveillants intérieurs. Et là c'est pareil, donc toujours la première couche, il y a la partie souffrante sur la toile, et puis par-dessus, vous allez transformer et mettre vraiment la partie guérie, lumineuse. Voilà. Et donc là, on est sur 13 heures de session individuelle. Sachant que sur ces programmes, tout comme les personnes qui font les ateliers de découverte du soul art, et j'ai vu des noms passer là qui sont en train d'écouter, vous avez accès à un groupe privé qui s'appelle Créam Online, donc Créam en ligne, qui est réservé donc à toutes les personnes qui ont déjà fait de l'art-thérapie avec moi. Et du coup, vous pouvez partager aussi entre personnes, ah ben voilà où j'en suis dans l'avancée de ma création. Et puis moi, je suis aussi là si vous avez une question, besoin d'un soutien, ou là je suis bloquée, ou waouh, dis donc, j'ai une énorme émotion qui est montée, comment je fais, voilà. Moi, je suis toujours là en soutien pour vous accompagner en fait tout au long de ce processus créatif. Ce qui fait que ces programmes, ils vous permettent depuis chez vous en fait de travailler, de mettre en paix en fait ces enfants intérieurs, de mettre en paix la relation avec vos parents et de voilà d'avoir cette guidance en fait individuelle. Alors c'est vrai que c'est des programmes que je ne fais pas en groupe parce que je trouve que quand on va sur des blessures aussi profondes, on a besoin vraiment d'un accompagnement très cocooning, très sécurisant, très individuel. Puis bon, chaque cas est tellement unique que je ne peux pas être présente pour 10 personnes en même temps. Bon, je le fais voilà dans un petit groupe pour la découverte du soul art parce que là, c'est moins impliquant, mais en même temps, je suis sûre qu'il y en a qui pourraient dire que même quand on pense que ça ne va pas être trop impliquant, ça l'est quand même toujours pas mal. Alors, attendez, je vais essayer de revenir. Ah oui, je revois passer jumeau perdu. Ça aussi, la perte du jumeau, c'est une mémoire qui peut être très compliquée à retrouver. Alors, je vais essayer de retrouver ce que me disait la question de... C'était Nadia. Nadia, donc. Nadia disait... Oh, j'ai une question. Donc, ma mère m'a eu à 16 ans. Elle n'a pas voulu me prendre. Elle a accouché chez mon grand-père et c'est lui qui m'a pris. Je n'ai jamais eu un bon contact avec ma mère. Donc, effectivement, au niveau du marquage... pour vous Nadia, on voit que dans la relation avec la mère, dès la vie fétale, il devait y avoir quelque chose d'un peu compliqué. Elle n'était pas suffisamment mûre voilà, pour vous avoir, ce qui fait que ça a dû créer ce marquage justement, je suis pas désirée, on veut pas de moi,
Donc probablement pour vous un grand manque d'estime de vous et certainement effectivement un manque de lien avec votre mère et du coup peut-être des difficultés dans les relations avec les femmes et sûrement à chercher plus de soutien auprès des hommes et sûrement d'hommes plus âgés. Si c'est votre grand-père qui a été le premier à vous accueillir en fait à la naissance, vous avez dû avoir un lien sûrement assez fort avec votre grand-père. J'espère que ça répond à votre question. Oui, vous n'êtes pas la seule, Nadia. Ma mère m'a rejetée à la naissance. Du coup, oui. Donc voilà, après, ben, pour vous, Fanny, c'est plus justement ce que je disais, la 4e matrice. C'est au moment de la naissance. Maintenant, il y avait peut-être déjà des marquages in utero. Qu'est-ce qui faisait que cette maman ne voulait pas d'enfant? Et après, ce qui va être super intéressant et très beau dans ces processus de mise en paix, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour juger les parents parce que, en fait, si on se met dans la peau du parent, on comprend que là où il était, à ce moment-là, avec son histoire, ses blessures, etc., bah, il ne pouvait pas faire autrement, en fait. Voilà, il a fait de son mieux, il ou elle a fait de son mieux. Mais par contre, vous pouvez aller, en fait, retrouver cet enfant intérieur et devenir, en fait, un bon père et une bonne mère pour cet enfant intérieur. Le mettre en paix, pour le libérer, parce que sinon, effectivement, on tourne en rond, toujours dans les mêmes blessures. Difficile, les relations avec ma mère, pas d'affectif, et d'ailleurs, elle voulait un fils. Donc, évidemment, bah là, c'est typiquement la croyance, je suis pas comme il faut, d'accord? Et je déçois, j'ai toujours peur de décevoir. Du coup, très souvent, quand on est avec ce programme-là, in utero, on va avoir beaucoup de mal dans la vie parce qu'on veut toujours faire plaisir, on veut être gentil pour obtenir de l'amour, puisqu'on sent qu'on n'a pas été désiré. Ah, il va falloir être gentil, pas faire de bruit et toujours être sage. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à poser des limites et qui vont être très vulnérables aux agressions, puisque elles savent pas se protéger, parce qu'il faut pas qu'elles disent non, il faut pas qu'elles déçoivent, quoi. Alors... Alors, Vivi, je comprends pas trop de qui vous me parlez, parce que j'ai pas... vous me parlez de quelqu'un qui a 24 ans. Alors là, quand il y a vraiment beaucoup de traumas comme ça accumulés, là, je conseillerais plutôt des thérapies justement comme l'EFT. Je sais que... Allez... il y a dans certaines personnes qui travaillent l'EFT ce qu'on appelle le Matrix Re-Imprinting et qui vont aller justement faire tout ce travail sur ces mémoires-là, mais tout en douceur. Parce que ce qui se passe en fait quand il y a beaucoup de trauma, c'est que la personnalité est trop fragile pour pouvoir aller retrouver certaines mémoires. Donc voilà, il faut travailler. Après, avec l'art-thérapie, ça pourrait être intéressant si la personne est un peu ouverte. Alors... Marine, j'ai toujours senti une différence entre mon frère, ma sœur et moi. Ma mère m'a toujours rejetée. Et il faut dire que je suis arrivée pas longtemps après le décès de mon grand frère. Voilà. Bah là, typiquement, pour vous, votre maman était en plein deuil. Donc, une maman pas forcément disponible. Après, on peut le comprendre. Elle avait perdu un enfant. Et que sûrement, pour vous, Marine, le programme, en fait, c'était... comment, pour rendre maman heureuse, il faudrait que je remplace mon frère. Mais non seulement je suis pas un garçon, et en plus, lui, il est mort et moi, je suis vivante. Donc, effectivement, des doubles contraintes extrêmement difficiles à dépasser, j'imagine. Après, j'ai quand même envie de vous apporter des messages d'espoir parce que c'est sûr que quand on a des traumas importants, soit au moment de la naissance ou dans les premières parties de vie, on se dit « Oh là là, mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Et puis c'est vrai qu'on tourne pas mal autour. Mais en même temps, avec chacun de nos traumas, on a un cadeau en fait. On développe du coup des capacités, des ressources, enfin voilà. Donc je pense que c'est aussi un message d'espoir. Alors, pour les sorties de corps jumeaux perdus, l'enfant gigogne suffit ou il faut compléter par l'art-thérapie? Les deux sont possibles en fait. Après ça dépend, voilà, si vous êtes à distance ou pas. Les deux sont possibles. Merci infiniment à tous ceux qui étaient là. Ce que je ferai, c'est que je répondrai éventuellement pour les questions plus perso.
Et puis, n'hésitez pas à me contacter. On peut aussi se téléphoner, voir si vous êtes intéressé par un des programmes. Voilà, je peux tous. Merci, merci, merci d'avoir été présents. Et à bientôt. Bonjour à tous, Elisabeth Orfila pour Créam. Je vais donc vous présenter une conférence sur l'enfant intérieur, comment le mettre en paix.